À nos sujets, à nos débats dans cette émission GGO 837 ou le 657 39 13 13. Ça se passe également sur www.espacefmguinée.info ou sur hashtag EspaceGG, donc sur Twitter, et une plateforme que nous vous recommandons d'ailleurs très fortement. Vous êtes à Kindia, vous nous écoutez sur place sur 99.7, notre antenne régionale, la même fréquence du côté de Bokeh et en région forestière, du côté de Kankan, là vous nous écoutez sur 99 en modulation de fréquence à Farana et dans tout le 140. C'est notre média partenaire Bambou FM qui s'y colle. Merci de nous rejoindre à la une. Covid-19, c'est le monothème qui s'impose à tous les médias depuis près de 4 mois maintenant. Covid-19 donc vers le retour d'une recette qui a fait florès dans la lutte contre l'épidémie d'Ebola, en l'occurrence le micro-cerclage pour freiner la propagation du virus maudit. L'ANSS va lancer à cet effet à compter du 1er juin un programme dénommé Stop Covid-19 en 60 jours. Mobilisons-nous. Un certain nombre de quartiers de Conakry reconnus être les plus touchés par la pandémie seront concernés dans un premier temps et progressivement la mesure devrait être étendue à d'autres zones de l'arrière-pays. Comment cette stratégie se matérialisera-t-elle sur le terrain? Pour quels résultats espérer en 60 jours? Ce sont des questions que nous posons ce matin. Et par quoi s'explique la propagation du virus dans certaines régions du pays? Entre autres questions que nous posons ce matin. Si tout va bien, Dr Sankoba Keita, directeur général de l'ANSS, ou un autre répondant. En tout cas, on essaie de se grouiller du côté de l'ANSS à travers M. Keira. Pendant ce temps, les cas de contamination à la Covid-19 se multiplient au sein de la principale maison d'arrêt du pays, la prison centrale de Koronti. Plus d'une soixantaine de cas, dont certains dans un état préoccupant, détectés à ce jour dans les centres de détention de la Guinée. Une situation qui inquiète des organismes locaux et internationaux de défense des droits de l'homme à un moment où les Nations Unies, à travers l'OMS et le Haut Commissariat aux droits de l'homme, appellent à décongestionner les prisons du monde pour éviter des ravages. Quel regard porte Amnesty International sur le cas de la Guinée? À quand la matérialisation de cet appel de l'ONU à Guinée? Entre autres questions, nous entendrons M. Fabien Hoffner, il est chercheur sur la Guinée à Dakar, à Amnesty International. Donc depuis Dakar, il prendra la parole sur cette antenne. Et à sa suite, M. Sekou Keita, il est responsable de communication au ministère de la Justice et il va également s'exprimer chez nous ce matin. Bien d'autres sujets viendront compléter ce menu. Merci de rejoindre l'équipe. Mohamed Mara, bonjour, bonne arrivée. Bonjour Aboubakar, bonjour à tous. Bassekou, bonjour. Bonjour Aboubakar, bonjour à tous. Bonjour Jacques Lewaleno. Bonjour Aboubakar, bonjour à tous. Bien, nos deux rédacteurs en chef. On se presse forcément, Mohamed Mara, à la fête de Ramadan, donc qui sanctionne, on appelle ça la Korité, hein, la fête qui sanctionne la fin du Ramadan. Non, la Korité, c'est la Tabaski. Ah, c'est la Tabaski alors. Bon, je m'amène les pinceaux. L'Aïd el-Fitr, c'est demain ou après-demain. Et cette fête, elle intervient dans un contexte de crise sanitaire. Beaucoup plus tôt. Sinon, habituellement, les 10 derniers jours de Ramadan, les gens passant la nuit à la mosquée, les matins, on le voyait, vous vous rappelez qu'on arrivait ici avec une circulation absolument libre les matins, parce que les gens dorment jusque vers 9h, 10h. Cette année, ce n'est pas le cas. Déjà à 7h30, il y a des embouteillages partout dans la ville de Conakry. Parce que tout simplement, les gens n'ont pas pu aller dans les lieux de culte cette année. Donc, c'est déjà quelque chose qu'on puisse remarquer. Maintenant, ce qui m'inquiète, c'est quand même une sorte de frénésie que nous pouvons constater dans les quartiers. On sait tous qu'il n'y aura pas de festivité. Ça sera une fête, mais sans festivité. Mais j'ai comme l'impression que c'est un message qui, pour le moment, ne passe pas. Or, je pense qu'il est de notre devoir, en tant que médias, mais aussi les pouvoirs publics, de sensibiliser. Les gens ont cherché Dieu pendant un mois. Ils ont le droit de se réjouir à la fin de cette période, mais il ne faut pas oublier pour autant que nous sommes dans une période exceptionnelle sur le plan mondial et qu'il ne faut pas en outre s'exposer. C'est extrêmement important. Ce matin, c'était une boutade, je vous disais, j'aimerais bien voir dans nos villages qui ira leur dire de ne pas célébrer. C'est vrai qu'à l'intérieur du pays, les regroupements de 30 personnes sont autorisés. Non, mais parce qu'il n'y a pas eu de sensibilisation. Non, mais si,
tout le monde sait qu'on est en état d'urgence sanitaire. Aboubakar. Bon. Aboubakar. Hier, nous avons eu nos amis de l'abbaye. Il n'y a pas de village aujourd'hui. Nous avons eu nos amis de l'abbaye. Oui, mais il n'y a pas de village. Il n'y a pas une localité de la Guinée qui soit pas. C'est quand même rare de trouver, qui soit pas couverte par la téléphonie mobile. Les informations, ça circule. Oui, d'accord. En fait, attention, il y a beaucoup plus de moyens d'information. Mais est-ce que l'information, elle circule? Parce que c'est cela. L'information doit être, il doit y avoir des destinataires. Il doit y avoir des cibles. Mais ce n'est pas... Et puis, ce que je remarque quand même dans cette histoire, chaque fois que nous avons les pouvoirs publics, allez, on dit, oui, vous les journalistes, vous devez. C'est pas à eux de nous dire ce que nous devons faire. Il y a leur part de responsabilité d'abord, qui est extrêmement importante. Mais qu'est-ce qu'ils font en direction de ces populations? Nous n'oublions pas, nous avons une population en grande majorité analphabète. Donc il y a cela, il faut que l'information circule. Vous avez vu la semaine dernière ces ouvertures forcées de mosquées. Oui. On n'a jamais entendu les pouvoirs publics en parler. C'est quelque chose d'extrêmement grave. Donc il y a cela. Je pense que... Parce que officiellement, je crois qu'à Conakry, il y aura moins de problèmes. Parce que officiellement, jusqu'à information contraire, jusqu'à décision contraire, qui pourrait peut-être tomber ce soir, c'est à quoi je ne crois pas du tout. Il n'y a pas de prière collective à l'occasion de cette fête. Pour cela, faudrait-il encore que l'état de gens soit allégé ou carrément suspendu. Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas, ça il ne faut pas l'oublier. D'ailleurs, les mesures ont été reconduites la dernière fois. Et je pense avec pas du tout de discernement. Parce que quand on me dit qu'une femme en état de famille a dû accoucher dans la rue, cela n'a heurté personne. Cela n'a heurté personne. Et quand on me dit qu'un jeune homme, un monsieur plutôt, a été arrêté pendant qu'il avait sur lui le matériel dont son épouse avait besoin à la clinique, son épouse est en train d'accoucher en pleine nuit, il a été arrêté, conduit au niveau de la police, où il a passé la nuit. Le matin, on le fouille, il a 815 000 francs sur lui, on lui prélève 400 000 et on le libère. Sa femme, entre-temps, heureusement, par bonheur, a accouché la nuit. Mais imaginez s'il était allé, par exemple, s'acheter du sérum pour son épouse ou un médicament essentiel pour son épouse. On aurait perdu la pauvre et son bébé. Donc, je pense qu'il n'y a vraiment pas de discernement dans tout ça. Mais, concernant les regroupements, il faut que ce soit clair pour tout le monde. Moi, je supplie nos populations que les gens restent à la maison. Ouais, mais attention, Mohamed, le chef de l'État, vous avez suivi dans sa dernière adresse à la nation, il a autorisé les rassemblements à l'intérieur du pays jusqu'à 30 personnes. Donc les gens peuvent se servir de ce prétexte pour organiser des prières collectives. Non, vous avez parfois des prières jusqu'à 30 personnes, pourquoi pas informé. Parce qu'au moment où ils prenaient cette mesure, à Kindia, les premiers cas étaient déjà détectés à Kindia. Non, mais dans nos villages, on peut faire des prières de 30 personnes. Vous le dites, c'est facile à dire. On peut le faire à l'intérieur du pays. Mais vous le savez très bien, les gens continuent de circuler. Les gens continuent de sortir de Conakry. Bien. Les gens partaient déjà avant la fête. Maintenant, imaginez maintenant que la fête approche, les gens vont continuer de sortir. Hier soir, nos amis de l'abbé m'informaient qu'après l'émission, après le pointage d'hier soir, il était déjà à presque 2500 entrées. Extraordinaire. Depuis le 22 avril. Et ça, c'est un seul barrage. Et quand on sait que les gens peuvent partir... Là, il y a le cas d'un militaire qui a été testé positif au Covid à l'abbé. Oui, mais comment les gens font? Comment ils sortent? Mais vous avez vu les contacts parfois des policiers et des militaires parfois avec les automobilistes. Est-ce que vous avez vu? Moi, des gens m'ont arrêté ici. Vous savez pourquoi? Ils disent que je ne portais pas de masque dans ma voiture. Où les vitres sont montées complètement fermées. Ça m'a fait sourire. Mais j'imagine un peu. Et quand ils disent ça, ils viennent vers vous. Eux-mêmes ne portent pas de masque. Extraordinaire. Donc, je pense que nous, ce que nous pouvons faire aujourd'hui, c'est de dire à l'ensemble de la population, vraiment, restez à la maison. Restez à la maison. Restez à la maison. Mangez bien. Partagez avec vos peut-être la famille. Oui. Directement. La famille restreinte. Mais même les échanges habituels de nourriture, il faut faire attention. Sinon, on pourrait quand même exposer. Ça peut être un facteur de propagation. Voilà. Bien, on va essayer d'en savoir plus sur les dispositions envisagées à cette occasion, à l'occasion de cette fête de Ramadan. Quelles dispositions nous avons en direct dans cette émission Monsieur Mamadou Bakamara, il est contrôleur général, porte-parole de la police en direct. Les grandes gueules. Bonjour. Oui, bonjour, monsieur le porte-parole. Oui, bonjour, je m'appelle Mamadou Kamara et non Mamadou Bakamara. Mamadou Kamara, bien, rectificatif, bien. Allez-y. Merci d'avoir accepté notre invitation. Les musulmans s'apprêtent à célébrer la fête de l'Eid el-Fitr qui marque donc la fin du Ramadan.
cette fête intervient dans un contexte de crise sanitaire. Du côté de la police, dites-nous quelles sont les dispositions qui sont prises pour faire respecter donc les décisions qui ont été prises par le président Alpha Condé, notamment l'instauration du couvre-feu et puis dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire. Merci bien pour m'avoir donné l'opportunité, une fois de plus encore, de m'adresser aux nombreux auditeurs de la radio Espace. Et comme vous le savez, la police nationale, depuis un certain temps, juste avant le Ramadan, a pris des mesures pour l'application, des mesures préventives, des mesures exceptionnelles, renforcées et additionnelles dans le cadre de la lutte contre Covid-19. Et je trouve malheureusement que cette année, la fête nous trouve dans cette mesure d'urgence. Et la police, dans son entièreté de Conakry jusqu'à l'intérieur du pays, en activité intense pour que, d'abord, faire appliquer ces mesures dans toute sa rigueur au niveau des frontières. Ça, il s'agit de mesures exceptionnelles, mais aussi des mesures renforcées, limiter les déplacements et les mesures additionnelles, le port de bavettes. Et nous sommes en train de suivre les unités sur le terrain par rapport à ça. Et ce que les gens doivent comprendre, c'est que, comme vous l'avez dit, cette fête intervient en mesure d'urgence sanitaire. Il faudrait que les populations comprennent de part et d'autre, quand on est en mesure d'urgence sanitaire, on est en situation exceptionnelle. Il faut limiter les déplacements, il faut limiter les contacts, il faut limiter le regroupement de personnes. Donc voilà, et la police a attelé à faire respecter toutes ces mesures sur le terrain. Bien, allez-y, Bassé. Oui, et l'autre inquiétude, c'est, vous savez, c'est un moment de réjouissance. Vous avez des enfants qui sortent pour faire le traditionnel salimafo, et ça peut être vraiment un moyen propice donc de contamination à grande échelle. Mais aussi, vous avez des citoyens qui profitent de ce moment pour rendre visite à des parents. Vous avez des embouteillages dans la circulation. Dites-nous comment vous allez faire pour essayer vraiment de contenir tout ça, pour faire respecter au pied de la lettre l'état d'urgence qui a été décrété, parce que vous allez avoir affaire quand même à des citoyens quand même, certains qui sont parfois indélicats et qui vont devoir sortir pour se livrer à des actes qui ne sont pas très très orthodoxes. Oui, d'abord par rapport aux enfants, je demanderai aux parents de bien vouloir faire respecter la limitation des déplacements et éviter que les enfants ne sortent sur la rue, parce que c'est vrai que c'est un moment de résistance, mais il faut craindre aussi l'éclosion ou la contamination massive. Donc, devant l'essentiel, il ne faut pas mettre le plaisir. Aujourd'hui, toute la Guinée et tout le monde entier d'ailleurs est confronté par rapport à cette situation de coronavirus. Il ne faudrait pas qu'une journée de fête nous amène encore à des situations désastreuses. C'est en cela que je demande aux parents d'enfants de bien vouloir maintenir les enfants, trouver les moyens de les maintenir à la maison, manger, se reposer, très bien regarder la télé, mais éviter les déplacements en grand nombre sur la voie publique. Oui. C'est ce qui va beaucoup nous soulager. Et par rapport à la circulation, comme vous le savez, il y a un dispositif d'appui à la sécurité routière qui a été mis en place depuis de Carême. Et ce dispositif est assuré par la direction centrale des compagnies mobiles d'intervention et de sécurité. Comme vous le constatez tous les jours à partir de midi déjà, les unités sont sur le terrain et pour renforcer la sécurité routière en vue de soulager un peu les usagers de la route qui rentrent massivement pour faire le déjeuner à la maison. C'est vrai qu'il va être compliqué de mettre... ça n'a pas l'air de bien marcher, hein? Oui. Ça n'a pas l'air de bien marcher parce que les embouteillages sont constatés puisque les gens remontent assez vite. Mais c'est vrai que le gouvernement n'a pas décidé d'interdire la circulation le jour de la fête. Mais par habitude, si on sortait, c'est parce qu'on avait envie de rencontrer les familles. Actuellement, cela est interdit en raison de l'état d'urgence sanitaire. Est-ce qu'il y a des dispositions particulières pour, si vous voulez, éviter qu'il y ait une circulation dense le jour de la fête? Bon, éviter une circulation dense sur la voie publique, ça, c'est pas très évident. Mais éviter le regroupement des personnes, comme l'a dit, la disposition des mesures sanitaires, ça, la police est très, très engagée de ça depuis un certain temps. Et nous allons faire en sorte que
Et ceux qui sortiront sur la voie publique sont dans les véhicules qui circulent librement. Mais ce que nous allons tout faire, c'est éviter les regroupements de plus de 20 personnes dans un lieu et surtout éviter les regroupements au niveau des lieux publics. Ça, sont des mesures qui sont décrétées et la police fera en sorte que ces dispositions soient très bien appliquées. Et tantôt, je vous dirais que si vous estimez qu'au niveau de la route, ça n'a pas bien marché, nous pensons que ça marche très bien parce que vous savez qu'on est dans une ville de plus de 800 véhicules aujourd'hui au niveau de la ville de Conakry. Et si tous rentrent au même moment pour chercher le déjeuner à la maison et tous sortent au même moment, c'est pas très facile de contrer, mais nous faisons en sorte qu'au niveau des nids de poule ou des crues où il y a des embouteillages, que la police soit là pour faciliter un peu le passage des citoyens. Nous savons que chaque carême, c'est toujours comme ça au niveau de la ville de Conakry. Oui, les grandes gueules. Puisque nous allons profiter. Parce que nous en avons déjà parlé dans le commentaire ici, le comportement des policiers. Des policiers qui souvent ne portent pas de cache-nez, mais qui se regroupent sur des motards pour exiger que cette mesure soit respectée. Parfois même, ça peut ne pas être lié au port de bavettes. Mais est-ce que vous avez vu ce comportement et est-ce que vous avez eu le temps quand même d'interpeller ces policiers? Parce que le risque, c'est pour eux, mais également pour des personnes qui les interpellent de cette façon. Je vous dirais que d'abord, ce que vous dites que les policiers aujourd'hui qui ne portent pas de bavettes, vous n'en trouverez pas sur la voie publique aujourd'hui parce que d'abord, le ministère de la Sécurité de la Protection civile, la Direction générale de la police nationale et l'ensemble des donateurs ont suffisamment doté des policiers de masques au point qu'il est désormais interdit. Non. Sur le porte-parole, ça ne passe pas parce que c'est bien possible que la police. Non mais c'est bien possible que la police soit bien dotée. Mais les agents qui sont déployés sur le terrain, il est bien constatable qu'on rencontre des policiers qui ne portent pas, on rencontre des policiers sur le terrain qui n'en portent pas. Avez-vous fait ce constat ou pas avec nous, monsieur Camara? Nous avons mis un dispositif sur le terrain qui permet de contrôler tous les jours le port de bavette par les policiers. D'abord, c'est faire respecter la mesure, ensuite faire respecter la mesure. Donc, faire respecter la mesure, c'est d'abord nous-mêmes contraindre le policier de porter les bavettes. C'est une obligation pour un policier ou pour un chef policier de mettre les éléments sur le terrain aujourd'hui avant qu'il ne porte les bavettes. C'est formellement interdit d'embarquer 2 ou 3 policiers dans un véhicule pour aller intervenir sur le terrain si ces policiers, d'abord, ne portent pas de bavettes. Deuxièmement, s'ils n'ont pas de liquide hydrochloride dans le véhicule pour se laver les mains périodiquement, parce que le port de gants suppose beaucoup de contraintes. À ce niveau, contrôleur général, permettez-nous de vous arrêter parce que même lors des rafles, on a vu des véhicules parfois remplis de jeunes qui ont été arrêtés justement pour avoir violé l'heure de couvre-feu et qu'on met en paquet dans les véhicules. Donc, et parfois même les taxis à Conakry actuellement, ce n'est pas... On constate de plus en plus que beaucoup de gens n'acceptent plus, en tout cas ne respectent plus les mesures de limitation du nombre de passagers, y compris pour les bus et les minibus. C'est un constat, en tout cas relayé par beaucoup de citoyens, surtout sur les réseaux sociaux. Ça, c'est des cas de récalcitrants qui sont dans les quartiers, mais qui sortent sur la voie publique. Dès lors qu'ils sortent sur la voie publique, aussitôt la police les interpelle. Allez juste à ce moment précis au niveau du Carrefour Bambeto, vous verrez un dispositif là, non seulement pour contrôler le port de bavettes, mais aussi pour contrôler la limitation du nombre de passagers dans les véhicules. Ces dispositions sont valables au niveau de tous les grands carrefours de Conakry. Vous verrez des jeeps qui sont positionnés, qui sont en train de contrôler. Les CMIS, avant de commencer à aider, à appuyer la situation routière dans le mouvement, ont pour mission d'abord de faire respecter ces principes. Vous allez à Bambeto, vous allez au niveau de Matoto, vous allez au niveau de Sangoya, vous verrez tout un jeep de la police qui est garé à ce niveau. D'accord. Mais peut-être une observation ou peut-être même une proposition qu'on puisse vous faire. Est-ce qu'il ne serait pas peut-être plus efficace de libérer notamment, je veux dire, la police mobile, notamment motorisée, parfois pour rouler le long de nos axes? Et là, je pense que ce serait beaucoup plus efficace puisque les taximètres, ils sont futés, les minibus, régulièrement, ils débarquent, notamment les passagers, bien avant ces checkpoints-là. Et ces checkpoints, ce qu'on a remarqué également, sont aussi source d'embouteillage monstre, contrôleur général. Est-ce que ce ne serait pas beaucoup plus efficace peut-être parfois de mettre notamment les motards le long des routes et là,
de manière factuelle, ils peuvent contrôler les contenus des véhicules. Oui. Mais vous savez, on ne peut pas faire les hommes sans casser les yeux. Vous dites que ces checkpoints-là constituent des sources d'embouteillage. Mon frère, si nous voulons réellement faire le travail, il était question de mettre des barrages complètement contrôlés d'abord les véhicules un à un pour faire respecter la limitation des passagers. Et ensuite, contrôler les véhicules pour faire respecter le port de bagages. Mais qu'est-ce que nous faisons au niveau des 5 points? Ce n'est pas un barrage systématique que nous mettons, c'est juste un contrôle à distance que nous faisons pour que les mesures éditées soient respectées. Mais si on se disait qu'il fallait systématiquement mettre un barrage pour contrôler, c'est-à-dire qu'on allait avoir des queues d'embouteillage. C'est pourquoi ces dispositions-là ont été envisagées pour que on soulage aussi la population, parce que nous ne voulons pas aussi créer des embouteillages dans cette période de carême pour créer d'autres situations sur le terrain. Ce qui est évident, c'est que il y a des récalcitrants parmi les chauffeurs qui, nonobstant tous les efforts que nous faisons, quittent et ils prennent les passagers 2 ou 3. Et vous savez, en matière de police, chaque entité a sa mission. La police routière est là, c'est pour veiller sur la limitation du nombre de passagers. Il y a une brigade mobile qui sillonne de temps à autre pour rattraper les véhicules qui violent ces mesures. Mais les CMS, ils sont là pour appuyer l'action de la sécurité routière dans ses activités sur le terrain. Bien. On est là également pour faire respecter. Je sais qu'il y a parfois des failles qui se créent par-ci, par-là, mais ne considérez pas ça comme une faiblesse. Considérez que c'est dû à la récalcitrance, au mauvais comportement de certains usagers ou de certains chauffeurs aux yeux du taximètre. Et quand vous prenez par exemple les motos de taxi, il y en a jusqu'à présent des fois dans des entités qui prennent 3 personnes alors que la mesure a dit 2 personnes. On cherche à les rattraper 2 fois pour leur dire que attention, ne faites pas cela. Bien. Donc c'est un peu compliqué. Ouais, c'est un peu compliqué. Un travail ardu sur le terrain. Contrôleur général Mamadou Kamara, j'y arrive, Mamadou Kamara, porte-parole de la police nationale en direct. Dernière question, Basekou. Dernière question, Monsieur Kamara. L'autre préoccupation, parce que les citoyens guinéens continuent de nous interpeller, c'est les amendes qui sont infligées, notamment aux citoyens quand ils sont interpellés pour non-port de bavette, mais aussi pour surcharge, soit sur les motos ou bien dans les taxis. Quelles dispositions aujourd'hui la police nationale a essayé donc de prendre pour que les interventions de vos agents collent notamment à la loi? Est-ce que vous nous confirmez également que cet argent va effectivement dans les caisses de l'État? D'abord, je confirme que cet argent est directement versé au Trésor public et sur la Banque centrale au compte du Trésor public. Mais une question, monsieur le contrôleur général. Pourquoi, en cas de contravention, vous n'émettez pas, vos services n'émettent pas de reçus? Parce que normalement, ça devrait aider à la traçabilité des montants collectés sur le terrain. Comment savoir que par journée, la police a pu récolter tel montant ou tel autre montant, parce qu'il n'y a pas de traçabilité déjà à la base, mon contrôleur général. Alors que, par exemple, pour les véhicules, notamment mal stationnés, qui sont envoyés dans ces points de collecte-là, il y a des reçus qui sont délivrés. Pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas la même chose, notamment pour le contrevenant à la mesure relative au port de bavette? Oui, très bien. Nous, au niveau de la direction de la police nationale, on a pensé depuis le début de l'application de cette mesure. D'abord, avant que les carnets de contravention soient mis à la disposition de la police, et là, vous le savez que ce n'est pas la police qui édite ces carnets de contravention. Ce sont le Trésor qui édite ces contraventions et mettent à la disposition de la police nationale pour l'application des mesures. Mais d'ici là, nous, au niveau de la police nationale, nous avons mis au niveau de chaque commissariat central des registres de contravention. Ces registres de contravention permettent de suivre la traçabilité des recettes qui rentrent. Et c'est pourquoi, dès lors que quelqu'un est interpellé sur la voie publique par rapport au non-port de mais un problème à ce niveau, faudrait-il que ces recettes-là arrivent au niveau des commissariats? Là, on vous parle de l'argent chargé de collecter au niveau, si vous voulez, dans la rue, sur les citoyens. Qu'est-ce qui vous prouve que ces 30 000 francs qu'on retire aux uns et aux autres seront reversés une fois de retour à la base? Effectivement, et intégralement, effectivement, et intégralement. Au jour d'aujourd'hui, vous m'avez suivi dans l'émission Langue nationale. Je vous ai montré des visus, des reçus de la Banque centrale issus du versement de ces montants au niveau de la Banque centrale. Et nous avons aujourd'hui, la police a aujourd'hui dans l'ordre de 30 à 40, 35 millions déjà
de verser au niveau de la Banque centrale à travers ces contraventions que nos services imposent au niveau des citoyens et sur l'ensemble du territoire national. Ces carnets, ces reçus, nous les avons ici. Si vous voulez, vous pouvez, juste après l'émission, vous venez à mon bureau, je vous montrerai ces reçus qui sont disponibles partout et qui sont déjà transmises aussi au niveau du cabinet pour informer le cabinet. Voilà comment les contraventions se payaient, voilà comment ils sont versés au niveau de la Banque centrale. Bien. Le reçu existe, je persiste si je le signe. Bien. Monsieur Mamadou Camara, contrôleur général, porte-parole de la police nationale, et il ne reste plus qu'à vous dire merci, monsieur le contrôleur général, merci d'avoir répondu à nos questions ce matin. Les GG. Chez les GG, les moyens de faire comme JMJ. Dire la vérité. La vérité, qu'elle plaise ou qu'elle blesse, est une pertinente attitude de sagesse. Le journalisme est la plus grande aventure humaine car il est mission, passion, vision, interrogation, immersion, quête de vérité et conquête d'objectivité. Écoutez les GG tous les matins sur Radio Espace en simultané sur Espace TV, Espace Région Bokeh, Labé, Zérékoré, Kindia sur 99.7, Cancan sur 99. Les grandes gueules sur Espace ou la messe des sans-voix. Certains disent que nous ne sommes pas une chaîne guinéenne. D'autres affirment même que nous ne sommes pas journalistes. Mais vous, savez-vous vraiment qui nous sommes ? Les valeurs que nous défendons, la liberté d'expression et d'opinion. Nous défendons l'égalité. L'égalité des chances pour tous. Pour tous. Nous sommes une équipe. Nous sommes cette diversité qui fait la Guinée. Et nous en sommes fiers. Et si vous veniez voir par vous-même, nous sommes la Guinée. Nous sommes Adafo Média. L'idée des grandes gueules n'est pas d'être un petit village, dans sa fierté, face à tous les autres journalistes qui auraient renoncé. Ce que, de plus, nous ne croyons pas. Notre idée est plutôt de faire école, d'aider tout le monde et de constituer un laboratoire utile à tout le monde. Ici commence l'actualité de la Guinée. Bienvenue chez les GG. Les journalistes accoucheurs de vérités diverses, pertinents et rusés, sans langue de bois, cultivés, nécessaires pour des journalistes. Les grandes gueules, des personnalités acquises par le travail, ce qui leur donne poids et légitimité à interviewer tout le monde. L'épopée des grandes gueules ou le socle de la liberté d'expression en Guinée depuis plus de 10 ans. Tout homme qui fera profession de rechercher la vérité et de la dire sera toujours odieux à celui qui exercera l'autorité. Condorcet. Bienvenue chez les GG sur Radio Espace Guinée. Radio Espace Guinée. Le son des îles paradisiaques. À Roum, Los, sur 99.7. Radio Espace. La radio au cœur des îles. Il se passe dans la vie politique tant d'événements inattendus, bizarres, que la Guinée paraît fumer la moquette. Chez les GG, la politique, vie de société, les grandes gueules, pour l'intérêt de la Guinée. Véritable success story de la Radio Espace Guinée, les grandes gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée. Longtemps, j'ai cherché d'où provenait cette force. Cette force qui nous pousse à rentrer dans l'arène. À balayer d'un revers la pression qui nous submerge. Une détermination de fer dans un gant de velours. Écouter, motiver, recadrer, ajuster sans cesse les moindres détails.
Merci de nous regarder à la télévision à Abidjan, mais aussi sur les deux rives du fleuve Congo, à Kinshasa, mais aussi à Brazzaville. Vous continuez donc à réagir sur nos canaux habituels, GG au 836 si vous êtes abonné Orange, le 657 39 13 13, mais ça se passe aussi sur www.espacefmguinée.info ou sur hashtag espace GG. Un peu plus tard, nous nous occuperons de vos réactions. Covid-19, je le disais depuis l'entame de cette émission, vers le retour d'une recette qui a fait florès dans la lutte contre l'épidémie d'Ebola, en l'occurrence le microcerclage, pour freiner la propagation du virus maudit. L'ANSS va lancer à cet effet, à compter du 1er juin, un programme dénommé Stop Covid-19 en 60 jours, mobilisons-nous. Un certain nombre de quartiers de Conakry reconnus être les plus touchés par la pandémie seront concernés dans un premier temps et progressivement la mesure devrait être étendue à d'autres zones de l'arrière-pays. Comment cette stratégie se matérialisera-t-elle sur le terrain? Pour quels résultats espérer en 60 jours? Et par quoi s'explique la propagation du virus dans certaines régions du pays? Dr Sakoba Keita, directeur général de l'ANSS, si tout va bien, on l'entendra dans la deuxième partie de cette émission. Pendant ce temps, les cas de contamination à la Covid-19 se multiplient au sein de la principale maison d'arrêt du pays, la prison centrale de Koronti. Plus d'une soixantaine de cas déjà détectés, parmi lesquels certains cas préoccupants. Une situation qui inquiète des organismes locaux et internationaux de défense des droits de l'homme. On en parlera dans cette émission avec Sekou Keita, responsable de communication du ministère de la Justice. À la dernière minute, oui, monsieur Fabien Hoffner nous fait faux banc, il ne peut plus intervenir après avoir pour autant donné son OK, ce qu'il a échangé longuement depuis 2 jours avec Mohamed Maha. Ce n'est que partie remise. On évoquera le sujet bien évidemment avec le responsable de la communication du ministère de la Justice. D'ici là, quelques réactions très rapidement sur le premier thème développé. Bonjour, Master Chéri. Par anticipation, je souhaite bonne fête au président de la République, son Excellence le professeur Alpha Condé, c'est Corbeil Baldé donc qui le signe, ainsi qu'à tout le peuple religieux de Guinée. Bref, restons tous à la maison pour fêter. C'est aussi lutter contre la Covid-19. On y va avec cet autre. C'est bonjour, c'est Moussa Kouroudou Kamara. Bonjour Abakar. Je salue le futur président de la République de Guinée, son excellence. Je commence toujours ainsi. Titi, la Guinée est gérée par les clans RPG Alpha Condé, GPT Kassori et Amadou Damao Kamara, membre fondateur du parti GPT. On y va avec Sekouba Djoubaté. Bonjour, j'ai payé 2 fois pour des jeunes motocyclistes 110 000 francs à la police routière. Lorsque j'ai demandé des reçus, ils m'ont dit que c'est le prix d'arrangement. C'est Sekouba Djoubaté donc du PDN qui nous envoie ce message. Abou Poutine Banco, je pense que la solution idéale pour éviter la contamination massive, la logique voudrait de restreindre les circulations le jour de la fête et le lendemain comme les jours des élections. C'est ce que pense Abou Poutine Banco. Sekou Koundouno, malgré sa libération conditionnelle hier, Sekouya Diallo a passé la nuit en prison. Sekouya Diallo, responsable des questions juridiques du FNDC, a passé la nuit en détention alors qu'il a bénéficié d'une libération conditionnelle depuis hier jeudi. Message signé Sekou Koundouno du FNDC. Oui, un auditeur qui précise que c'est bien sûr la Korité, la fête de l'Aïd el-Fitr, qui est donc appelée autrement l'Aïd el-Fitr. On y va avec Yembérin du côté de l'UFDG. L'ANSS a un incroyable talent. Un mort est revenu à la vie après 24 heures hier. Les morts ont été de 19 aujourd'hui. Ils sont 18. Je comprends pas, oui, parce qu'on a vu cette erreur-là hier. J'ai aucune confiance aux chiffres de Sakoba et son clan, Lamana Yembérin, coordinateur de Sikora, qui nous envoie ce message. Un dernier, avant de continuer avec Abdul Karim Mouloba de l'UMP. Prenons notre responsabilité sans peur ni complexe pour combattre cette pandémie et dire à nos politiques que l'heure n'est pas au combat, mais à la mobilisation de tous contre Covid-19. Ça galère dans le pays. Abdul Karim Mouloba de l'UMP. À présent, c'est qu'on s'intéresse à cette affaire de poulet pourri. Le ministère du Commerce au centre des accusations. Oui, qui va d'ailleurs apporter des précisions ce matin sur nos zones. Parce que vous le savez, hier, vous en parlez. D'abord, on a
dans un premier temps, eu l'adjoint de colonel Moussa Keboro Kamara qui s'était exprimé sur le dossier lorsqu'on a découvert 25 conteneurs donc remplis de poulets pourris du côté de Antaï dans un entrepôt. Les explications qu'on avait données dans un premier temps, c'est qu'on nous avait dit qu'il s'agissait de poulets impropres donc à la consommation, poulets impropres à la consommation qui étaient destinés à l'incinération. Alors, on nous a fait savoir que derrière on a eu donc les avocats également. À la base, c'était pas impropre à la consommation. Non, c'est parce que ça a été découvert, entreposé. Oui, mais moi j'ai eu l'avocat, au moment de la découverte. Le poulet était effectivement devenu impropre à la consommation. Et l'entreprise s'est défendue en disant qu'elle avait déjà les autorisations dans ce sens. Un certificat donc pour procéder à l'incinération. Pourquoi cela n'a pas été fait? Bonne question. Pour procéder à l'incinération. Mais quelques jours après, on nous a fait savoir qu'on avait adressé une convocation donc au patron de cette boîte pour qu'il vienne s'expliquer sur le fait que ces poulets donc pourris s'étaient retrouvés là-bas et que ça dérangeait les voisins. Donc on a laissé passer du temps et puis quelques jours après, on a trouvé une bonne quantité du côté donc d'un dépotoir où des citoyens sont venus s'en approprier. Donc les accusations sont portées aujourd'hui sur le ministère du Commerce donc n'avoir pas fait son travail, notamment le service contrôle qualité qui aurait donc pris assez de temps parce que ces poulets pourris étaient déjà destinés à l'incinération. Alors, ce qu'il faut dire ici... Mais de toutes les façons, ce service, il fonctionne presque pas. J'ai vu à la télévision que le service est doté de quelques équipements, on le dit, le service contrôle qualité, des équipements de dernière génération. Moi, j'ai été vanté à la télévision nationale. Et pas plus tard qu'hier nuit, et je vais vous envoyer vers un produit de grosse consommation en Guinée, que tout le monde consomme. Les mayonnaises. La mayonnaise Bama. Ouais. On n'attaque pas les marques ici, mais vérifiez votre bouteille Bama. Vous verrez carrément que c'est destiné à la consommation en Afrique. C'est écrit sur la bouteille. Mais bizarrement, on me dit fabriqué aux États-Unis. Et en bas, vous voyez, l'adresse qui figure en bas est une adresse espagnole. C'est sur les réseaux sociaux là depuis hier. Une amie à moi a fait cette découverte, mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est la bonne question à poser à notre département. Ce sont des genres de choses justement qu'on ne peut pas accepter. Vous avez des produits, on vous dit que c'est fait uniquement pour la Guinée. Ou pour l'Afrique. Est-ce qu'il y a des critères propres à l'Afrique et propres à d'autres pays? Il faut, ce qui rentre dans notre assiette, les Chinois disent que l'homme creuse sa tombe avec sa dent. Ce qui rentre dans notre assiette déterminera à coup sûr notre longévité. Il faut faire attention avec cela. Bien, on revoque donc cette affaire de poulet pourri. Nous avons en direct à propos monsieur Boubacar Bari, ministre du Commerce. Les grandes gueules. Ministre, bonjour. Oui, bonjour, comment allez-vous? Bien, chez nous, ça va très bien. Nous vous appelons donc pour vous poser la question par rapport à ces poulets bon marché obtenus par les habitants du côté de la grande poubelle de Conakry. Dites-nous, qui n'a pas fait son travail pour que ces poulets se soient retrouvés finalement de ce côté au lieu d'être incinérés? Bon, écoutez, je suis autant surpris que vous de savoir que ce poulet s'est retrouvé sur la décharge publique. Vous savez que de coutume, il y a un dispositif réglementaire qui est mis en place pour la destruction de tous les produits impropres à la consommation. Donc, quand un produit est saisi, il y a toute une procédure qui implique le service déconcentré de l'administration, qui implique le ministère concerné, qui implique le service de sécurité à travers la gendarmerie pour l'incinération de ces produits. Donc, je suis autant surpris que vous de retrouver ces poulets sur le dépotoir de la minière, alors que, logiquement, ces poulets qui sont impropres à la consommation devaient être incinérés. Oui, mais qu'est-ce qui avait été fait par votre département en amont lorsque le poulet a été déclaré impropre à la consommation? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui avait été responsabilisé pour l'incinérer? Et c'est qui? C'est quelle structure? Est-ce que c'est l'entreprise ou c'est le service contrôle qualité? Bon, le service contrôle de qualité n'a rien à voir dans cette opération. Il est important que vous me posiez la question pour que je puisse éclairer la lanterne des uns et des autres. Vous savez que le système de contrôle de qualité est fait de manière à ce que chaque département ministériel
spécifiques, dispose de laboratoires de contrôle de qualité et assure, bien entendu, la fonction de contrôle et de supervision sur le terrain. Le ministère du Commerce est assujetti par rapport à la loi 094 de 1994 qui fixe un peu les conditions de suivi et de contrôle des denrées sur le marché. Le ministère de la Pêche a son laboratoire et contrôle tous les produits halieutiques issus de leur activité. Le ministère de l'Élevage, pareil. Donc, nous avons d'ailleurs... Oui, mais monsieur le ministre, sur le terrain. on comprend toute cette organisation. Mais par rapport à ces poulets, moi, je voudrais qu'on situe les responsabilités. Effectivement, Jacques. Parce que moi j'ai envie de comprendre. Je ne sais pas qui devrait incinérer. Oui, justement. D'abord, éventuellement, on peut essayer de comprendre à la base. Lorsque un conteneur de produits destiné à la commercialisation, donc à être vendu sur les marchés guinéens, lorsque c'est importé, êtes-vous mis au courant? Vos services sont-ils mis au courant ou pas, monsieur le ministre? Nous disposons au niveau du ministère du Commerce de structures déconcentrées du service de l'Office national de contrôle de qualité au port de Conakry, à l'aéroport de Conakry, dans les frontières et dans un certain nombre de points stratégiques à travers le pays. Lorsque vous avez des conteneurs de viande ou de poulet qui arrivent au niveau du port de Conakry, les services du contrôle de qualité de l'Office national de contrôle de qualité n'ont pas accès à ces conteneurs. Ces conteneurs sont contrôlés par les services du ministère de l'élevage quand il s'agit de viande et poulet, ou du ministère de la Pêche quand il s'agit de produits halieutiques. Parce que ces ministères-là disposent, de laboratoires d'analyse, disposent de structures au niveau de ces différents points, à savoir le port, l'aéroport et dans les marchés, et également disposent d'une réglementation qui est codifiée par une loi qui leur permet de faire ce travail. Donc vous voulez nous faire savoir ce matin que la loi n'autorise pas le service contrôle qualité, donc logé chez vous, d'avoir un droit de regard. Le ministre, on craint, et puis ça se retrouve aussi sur le marché. Qu'est-ce qui va être fait par votre département, notamment pour récupérer donc la quantité qui... Donc retirer la quantité, mais aussi celle qui se trouve sur le marché. Qu'est-ce qui va être fait par vos services dans les jours à venir pour retirer tout ça du marché? Nous avons déjà saisi le ministère de l'Élevage pour que nous mutualisons nos efforts pour assainir le marché. C'est un travail au quotidien. Les services de l'Office national de contrôle de qualité sont déconcentrés dans toutes les communes. Vous avez dû voir ces derniers temps que les superviseurs et contrôleurs sur le terrain ont été équipés et identifiés de manière à ce qu'ils puissent faire leur travail correctement sur le terrain. Donc nous allons continuer avec l'appui des administrateurs de marché à regarder ce qu'il y a comme il est de coutume sur le marché et saisir tous les produits qui ne sont pas propres à la consommation. Pour ce qui concerne la décharge, nous ne gérons pas la décharge, mais nous allons saisir le gouvernorat de Conakry pour qu'il prenne les dispositions qu'il faut pour interdire l'accès à la décharge et interdire que les populations aillent prendre des produits périmés pour les remettre sur le marché. Non, peut-être il faut carrément mettre le feu, il faut incinérer. Il faut incinérer la quantité restante sur place. C'est aussi simple que cela. On a bien d'autres questions à vous poser, monsieur le ministre, notamment sur le stock de sécurité alimentaire dans ce contexte de Covid-19, mais aussi sur le prix de certains denrées de première nécessité qui prennent de l'ascenseur, des prix qui prennent de l'ascenseur sur les marchés. Il y a aussi la question de la chambre de commerce, d'industrie et d'artisanat. Beaucoup de questions à vous poser, monsieur le ministre. Donc, vous ne partez pas, on vous reprend juste derrière l'écran publicitaire. Une pause pour nos conseils achats et on revient pour continuer cette émission. Adafo Média, mobilisation générale. L'idée des grandes gueules n'est pas d'être un petit village, dans sa fierté, face à tous les autres journalistes qui auraient renoncé. Ce que, de plus, nous ne croyons pas. Notre idée est plutôt de faire école, d'aider tout le monde et de constituer un laboratoire utile à tout le monde. Ici commence l'actualité de la Guinée. Bienvenue chez les GG.
Les journalistes accoucheurs de vérités diverses, pertinents et rusés, sans langue de bois, cultivés, nécessaires pour des journalistes. Les grandes gueules, des personnalités acquises par le travail, ce qui leur donne poids et légitimité à interviewer tout le monde. L'épopée des grandes gueules ou le socle de la liberté d'expression en Guinée depuis plus de 10 ans. Certains disent que nous ne sommes pas une chaîne guinéenne. D'autres affirment même que nous ne sommes pas journalistes. Mais vous, savez-vous vraiment qui nous sommes? Les valeurs que nous défendons. La liberté. La liberté d'expression. Et d'opinion. Nous défendons l'égalité. L'égalité des chances pour tous. Pour tous. Nous sommes une équipe. Nous sommes cette diversité qui fait la Guinée. Et nous en sommes fiers. Et si vous veniez voir par vous-même? Nous sommes la Guinée. Nous sommes Adafo Média.
Les entreprises dans ce contexte inédit, ainsi que les solutions des experts et partenaires qui nous accompagnent dans l'opération Adafo Mobilisation Générale PME, plus fort ensemble. Chez Adafo Média, nous aimons donner la parole à tous ceux qui se bougent. L'entraide et la solidarité sont les maîtres mots en cette période si particulière. Partagez-nous les actions solidaires que vous avez mises en place. Les témoignages sélectionnés seront diffusés dans les GG, sur Radio Espace Guinée et sur Espace TV. Opération Mobilisation Générale PME, plus fort ensemble. C'est sur Adafo Média. Le futur, vivons-le ensemble. Retrouvez l'essentiel de cette émission sur certains médias partenaires des sites internet notamment. Vous êtes abonné de Canal Plus, vous nous retrouvez sur la position 243. Merci de votre fidélité. Les GG donc jusqu'au port de 11h. Je vous le disais depuis l'entame de cette émission Covid-19 vers le retour d'une recette qui a fait florès dans la lutte contre l'épidémie d'Ebola, l'occurrence le micro-cerclage. On en parle, un certain nombre de quartiers de Conakry dans un premier temps seront visés par cette nouvelle stratégie à compter du 1er juin prochain si tout va bien. Il s'agit des quartiers où donc sont concentrés le nombre les plus important donc de cas de contamination à la Covid-19. On en parlera si tout va bien d'ici la fin de cette émission avec Dr Sakoba Keita, directeur général de l'ANSS, l'Agence nationale de sécurité sanitaire. On s'intéresse également aux cas de contamination à la Covid-19 dans les prisons guinéennes, notamment à la prison centrale de Koronti. Plus d'une 60aine de cas, dont certains dans un état préoccupant, détectés à ce jour dans les centres de détention de la Guinée. Une situation qui inquiète des organismes locaux et internationaux de défense des droits de l'homme à un moment où les Nations Unies, à travers l'OMS et le Haut Commissariat aux droits de l'homme, appellent à décongestionner les prisons du monde pour éviter des ravages. Quand la matérialisation de cet appel de l'ONU en Guinée, M. Sékou Keita, responsable de communication du ministère de la Justice, vous l'entendrez également d'ici la fin de cette émission. Avant de continuer vos réactions sur nos différentes thématiques déjà abordées, on y va avec ces réactions avant d'attaquer les réactions sur Twitter. Bonjour Alpha Condé, après 10 ans de gouvernance, c'est poulet pourri que tes citoyens ramassent pour se nourrir, c'est ce qui prouve que le bien-être du Guinée n'est pas une priorité pour vous. Choqué, c'est Boulombo Diakareo, donc toujours choqué depuis hier, Boulombo Diakareo de l'UFDG qui nous envoie ce message. Du côté du PADES à présent, bonjour, c'est Aboubaka Bigop Kaba, la vente des produits prohibés et impropres à la consommation est un business bien organisé par certains cadres en complicité bien sûr avec d'autres commerçants pour s'enrichir illégalement, même au détriment de la santé publique. Enfin, il faut rappeler aux fidèles musulmans que le respect des mesures sanitaires en cette période de fête est une importance impérieuse. Bonne fête de Ramadan à toutes et à tous. C'est Aboubakar Bigop Kaba qui nous envoie ce message. Salenko du parti NVG, nos valeurs communes, ça sera vraiment la totale avec ce cerclage à la Covid-19, dû à la Covid-19. Renforçons nos points de sortie pour un contrôle sérieux. Pas de prière collective cette année, c'est Salenko qui nous envoie ce message. On y va avec Youssef du côté du PEDN. Les nombreux checkpoints installés entre Conakry et l'intérieur du pays servent malheureusement de moyens d'extorsion
aux agents qui les tiennent, car en réalité, ça circule très bien. À Conakry, les bouchons sont créés et entretenus par la police qui arrête les véhicules sans aucun motif. Youssef Kaba du PDN qui nous envoie ce message. Cette réaction aussi de Idrissa, qui est responsable, plutôt d'Antoine Kourma qui est à l'écoute, qui va nous rejoindre très certainement la semaine prochaine, qui est responsable de l'incinération. Cette question n'a pas été répondue, donc insiste Antoine, on va la reposer tout à l'heure à notre intervenant, monsieur le ministre du Commerce. Il dit rien de bon, pourquoi ça n'a pas été incinéré. C'est Guiba Minimono aussi qui insiste, et à écouter le ministre Bigop, c'est le ministère de l'élevage qui est responsable, et ça c'est de notre confrère Idrissa Diallo. Dites-le lui que ça se vend même maintenant au marché BCA, c'est Mariama Fodé Kamara. Bien, ça, c'est des interpellations donc venant de la rédaction et de nos confrères d'Espace. Bonjour les GG, ça c'est Moria Kaba. Plus de 300 femmes guinéennes sont bloquées à Dakar, empêchées de rentrer au pays. Des cercueils d'autres compatriotes venus regagner leur terre sont refoulés pour cause de crise sanitaire. Mais pendant ce temps, des centaines de Chinois débarquent chez nous en toute liberté. Quel cynisme! Que vaut la vie du Guinéen aux yeux de son propre État? Ce peuple mérite mieux. C'est Moria Kaba de l'UFR qui nous envoie ce message. On y va avec cette dernière réaction. Tu le vois sans masque, avec ses dents, et il te demande ton masque, ou bien un agent ne peut pas apporter le virus. Il pose la question. C'est donc Lama Bank qui nous envoie ce message. Cette autre réaction de Ednok Assoum. Bonjour les GG. Aboubakar, l'annonce du ministre de la Santé hier donne déjà un ouf de soulagement pour le retour, surtout des Guinéens bloqués dans les autres pays au-delà. Respectons les gestes barrières et soumettons-nous à l'autorité de l'État. Bonne fête par anticipation, bonne fête à vous également, monsieur Ednok Assoum. Ibrahim Soriso, toujours sur hashtag Espace GG. Bonjour, il est facile de s'attaquer à l'État et oublier la responsabilité de chaque citoyen de respecter les règles d'hygiène qui ont été décrétées. Il faut que les FDS s'activent pour empêcher les citoyens qui violent ces mesures. C'est Ibrahim Soriso qui nous envoie ce message. On y va, ils sont très nombreux à réagir, on va faire le maximum. Loi Emmanuel, au-delà des mesures que doivent entreprendre nos autorités, les populations doivent pouvoir faire violence sur eux en limitant de façon drastique leur mouvement le jour de la fête. C'est un devoir citoyen de s'assurer de la survie de nos frères. On y va avec cette autre réaction de Maurice Kourouma. La Covid-19 continue à faire beaucoup de victimes et la propagation s'étend sur le territoire national. Nous devons respecter l'état d'urgence sanitaire. Nous devons prier à la maison tout en restant prudents, car j'espère que ça ne sera pas notre dernière fête, il le pense. C'est donc Maurice Kourouma qui nous envoie ce message. Deux dernières réactions avant de continuer. On y va avec Sadou Patriote Baldé. Bonjour Espace, les Guinéens doivent éviter tout rassemblement pendant cette fête de Ramadan pour éviter la propagation de la Covid-19. Nous devons passer par le téléphone pour souhaiter bonne fête à la famille et aux amis. C'est donc Patriote Baldé, Sadou Patriote Baldé qui nous envoie ce message. Un dernier avec Tidiane Guinée qui nous dit ceci. Bonjour les GG, j'ai pris tous les Guinéens donc de vouloir éviter les regroupements pendant cette fête. Par contre, je comprends pas l'incohérence des autorités. Sinon, comment interdire les regroupements, et quand c'est la politique en faveur du gouvernement et il est autorisé, restons chez nous. C'est donc Tidiane Guinée qui nous envoie ce message. On revient, Jacques Lewa, on revient avec notre invité, le ministre du Commerce qui revient à l'antenne. Jacques. Alors, monsieur le ministre, merci d'être revenu. Il est important qu'on revienne sur cette question, la toute première que nous avions posée. C'est par rapport donc à ces poulets pourris. Qui devrait les incinérer? Puisque les gens y insistent, ils ont envie de savoir. Allô? Je vous ai dit tout à l'heure, c'est le service qui est chargé du contrôle spécifique du produit en relation avec les structures déconcentrées de l'administration, à savoir les mairies si c'est dans une commune spécifique où ça a été saisi, et les services de sécurité, la gendarmerie. Il y a une commission... Quand vous dites le service spécifique, vous parlez de quel service? Entendre par là le service de contrôle de qualité, c'est bien ça là? Le service du contrôle de qualité,
du ministère concerné. Vous avez aujourd'hui 3 structures qui contrôlent, s'il vous plaît. Et allez-y, nous vous écoutons, nous vous écoutons, monsieur le ministre. Allez-y, allez-y. Il faut m'écouter pour bien comprendre comment ça fonctionne. Allez-y. Vous avez un office national de contrôle de qualité qui, théoriquement, est chargé du contrôle de qualité de tous les produits alimentaires sur le marché guinéen. Mais je vous ai dit que nous avons 3 structures de contrôle aujourd'hui en vigueur. Il y a un au ministère du Commerce, il y en a un au ministère de la Pêche et il y en a un au ministère de l'Élevage. Et chacun fait son travail en fonction de son activité. Le ministère de l'Élevage gère et contrôle tout ce qui est viande et poulet sur le marché. Le ministère de la Pêche contrôle tout ce qui est produits halieutiques sur le marché. Et le ministère du Commerce est chargé légalement à travers l'Office national. Oui, mais monsieur le ministre, sauf qu'ici, le poulet dont il s'agit n'est pas le poulet élevé en Guinée, mais plutôt du poulet importé dans des conteneurs. Est-ce que ce n'est pas votre département qui est le premier concerné? Il a dit que c'est le ministère de l'Élevage. Je vous ai dit au départ que les conteneurs de poulet et de viande qui arrivent importés au port de Conakry ne sont pas contrôlés par les services de l'Office national de contrôle de qualité établi au port de Conakry. C'est fait par les services de contrôle de qualité des ministères concernés, à savoir le ministère de la Pêche ou le ministère de l'Élevage. Voilà ce qui est très clair. Donc en clair, la responsabilité de votre département n'est nullement engagée dans cette affaire. La responsabilité de mon département n'est nullement engagée dans cette affaire, même si nos activités de contrôle sont complémentaires. Les grandes gueules. Le fait que nous ayons constaté cette dissension au niveau du fonctionnement des différentes structures nous a amené à faire une proposition de loi pour pouvoir rendre plus cohérent l'intervention des différents départements dans le contrôle de qualité ou sur le contrôle de qualité sur le terrain. Cette loi est en cours d'examen au niveau du ministère de la Justice pour s'assurer de sa conformité avec la Constitution et les lois en vigueur, et nous allons le soumettre à l'Assemblée nationale pour qu'il puisse être voté en remplacement des différentes lois qui sont en cours et qui va permettre d'avoir une meilleure cohérence dans l'approche de contrôle de qualité au niveau du marché guinéen. Bien, on comprend bien que c'est le département de Roger Patrick donc qui doit nous donner des explications sur le fait que ce produit n'a pas été incinéré. Mais puisque maintenant ça se trouve sur le marché, il y a la responsabilité de votre département à ce niveau. On a envie de savoir alors qui a mis ces produits sur le marché et qu'est-ce qui va être fait. J'insiste sur la question pour pouvoir retirer ces produits impropres à la consommation. Écoutez, moi je ne sais même pas quel est le type de poulet qu'il y a sur le marché. Je crois savoir que des poulets pourris ont été saisis par les services spéciaux de Tchéboro, à l'époque à Anta. Donc je pensais que ces poulets-là qui sont dans des conteneurs sont consignés conséquemment pour être incinérés. Maintenant, de quelle manière ces poulets se retrouvaient sur le marché, moi je ne peux pas vous le dire parce que je ne sais pas. Bien. Monsieur Boubacar Barry, ministre du Commerce, dans cette émission, beaucoup de Guinéens qui s'interrogent également sur le stock de sécurité alimentaire de la Guinée à cause de la fermeture, bien entendu, des frontières. On sait bien que les marchandises circulent. Vous avez fait un tour récemment au port autonome de Conakry pour vous rendre compte du niveau de stock de sécurité dans nos entrepôts. À date, est-ce que vous continuez à affirmer que la Guinée ne court pas le risque d'insécurité alimentaire liée à cette pandémie? Oui, écoutez, bien entendu, je confirme que nous ne courons pas de risque majeur, même si je ne peux pas le garantir à 100% parce que je ne maîtrise pas un peu la situation des autres pays. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'à date, nous avons un stock de 140 000 tonnes, par exemple, sur un produit stratégique tel que le riz à 25% de brisure. Et en prenant une moyenne de 25 000 tonnes de consommation mensuelle, nous couvrons à peu près 4 mois et demi les besoins du pays. Et en prévision, nous avons 200 000 tonnes de riz en cours d'importation, dont 30 000 à ce moment même en cours de déchargement au port de Conakry
à travers la société ISAT qui a procédé à cette importation. Au niveau de l'huile, nous avons près de 500 000 tonnes disponibles qui couvrent les besoins du pays pour 9 mois. Au niveau de la farine, nous avons 300 000 tonnes de disponibles et 550 000 tonnes en prévision d'importation qui va couvrir les besoins du pays jusqu'au mois de février-mars 2022, donc 2021, pardon. Donc nous n'avons pas véritablement de soucis majeurs à nous faire si le processus d'approvisionnement n'est pas bloqué à l'international. Nous avons eu un souci à un moment parce que le Vietnam avait décidé de ne plus vendre du riz sur le marché international et de préserver les quantités qu'ils ont pour leur population. À un moment donné également, les ports maritimes en Inde et en Birmanie avaient été fermés à un moment pour je ne sais quelle raison, parce que je pense que la raison majeure c'était mettre les dispositifs qu'il faut pour gérer la pandémie liée au coronavirus. Mais depuis, ces ports ont été ouverts et les bateaux qui sont en cours de cheminement vers la Guinée sont prévus ici le 2 juin pour les premiers volumes de riz qui vont arriver en complément des 30 000 tonnes qui sont déjà en cours de décharge. Bien. Pendant ce temps, Monsieur le ministre, on a beaucoup de pommes de terre et d'autres produits qui... Justement, Monsieur le ministre... Qui restent invendus. Voilà, en termes d'approvisionnement de nos marchés, notamment en d'autres produits, cette fois-ci locaux, qu'est-ce qui est envisagé? On sait aujourd'hui qu'il y a énormément de tonnes de pommes de terre en souffrance au Fouta Djallon. On a également sûrement d'autres produits tels que l'oignon, en tout cas des cultures de chez nous. Qu'est-ce qui est fait pour faciliter leur écoulement ici à l'intérieur de notre pays? Bon, écoutez, dans le plan de riposte établi par le gouvernement, il a été décidé lors du dernier conseil interministériel, à travers le ministère de l'Agriculture, de faire de manière à ce que le gouvernement, en tout cas l'État, rachète tous les produits importants, particulièrement la pomme de terre et l'anacarde, pour d'une part soulager les paysans, sauver les filières et faire de manière à ce que ces produits puissent être distribués aux populations afin qu'ils puissent avoir ces aliments-là. L'objectif est qu'il faut absolument sauver les filières et la meilleure façon de sauver les filières, c'est de pouvoir aider les paysans à écouler leurs produits, vu les efforts énormes qu'ils sont en train de fournir pour pouvoir produire. Aujourd'hui, les frontières terrestres sont fermées, donc la plupart des exportateurs ne peuvent pas envoyer leurs pommes de terre vers le Sénégal ou la Côte d'Ivoire, qui étaient les pays qui absorbaient le plus cette production. Donc le gouvernement a décidé de racheter ces produits pour les mettre à la disposition des populations. Bien. D'autres questions, Basekou? Oui, Monsieur le ministre, le prix de la viande grimpe sur le marché. D'abord, qu'est-ce qui va être fait par votre département pour stabiliser le prix et ensuite aider ceux qui transportent le bétail vers Conakry pour qu'il y ait une facilitation avec les services de sécurité, notamment tous les acteurs qui interviennent pour éviter une rupture de cette source de protéines sur le marché guinéen? Les grandes gueules. Écoutez, vous savez, c'est extrêmement difficile la gestion des prix des produits sur le marché. Parce que nous avons une loi qui consacre la liberté des prix. L'État arrive à stabiliser le prix du riz à 25% de mesure parce que l'État accorde des allègements fiscaux importants aux importateurs et par conséquent demande aux importateurs de maintenir un certain seuil du prix pour que les populations puissent avoir accès. Pour tous les autres produits, les prix sont libres. Les prix sont libres et c'est la loi qui le consacre. Et c'est bien dommage. À partir du moment où la loi le consacre, nous sommes obligés d'appliquer la loi telle qu'elle est. Je vous ai dit tout à l'heure que nous avons introduit une nouvelle loi rectificative qui va apporter des innovations par rapport à cette loi qui est d'abord ancienne, qui date de 1994 et qui va nous permettre pour les denrées de première nécessité de fixer les prix à bien entendu l'appui des opérateurs et afin que ces prix soient homologués et publiés par arrêté du ministre du Commerce chaque fois que besoin fera. Bien. Mais l'autre handicap que nous avons, c'est que la chambre de commerce n'est pas fonctionnelle. Justement, on en venait sur cette question de chambre de commerce, d'industrie et d'artisanat, puisque vous-même vous nous tendez la perche. Pourquoi ce processus, le processus
mise en place d'élection du Bureau national n'est toujours pas achevée. Quand même, cela fait plusieurs années. Avant vous, il y avait le ministre Marc Yombuno qui s'y était essayé et qui n'est pas parvenu à aller au bout de ce processus. À quel moment, à quel niveau plutôt, cela coince toujours, monsieur le ministre? Bon, écoutez, on ne peut pas mettre en place le Bureau national parce que déjà, la réglementation souhaiterait veut en tout cas que ce soit les représentants des bureaux régionaux qui mettent en place le Bureau national. Et à date, les bureaux régionaux ne sont plus valides. Leur mandat est déjà échu. Et nous avons vu que la structure telle qu'elle existe aujourd'hui au niveau organisation ne peut pas être fonctionnelle. Parce que... Pourquoi? Mais vous êtes dans les constatations, monsieur le ministre. Votre responsabilité, c'est d'apporter des réponses. Vous êtes à la tête de ce département depuis maintenant 2 ans, si je m'abuse. Qu'avez-vous fait exactement pour faire en sorte que les mandats des bureaux régionaux soient renouvelés et que, in fine, on puisse passer à l'élection, à la mise en place d'un bureau national, monsieur le ministre? Ben justement, Bouakar, il faut me laisser aller au bout de mon analyse pour que vous me compreniez. Aujourd'hui, nous avons proposé une nouvelle architecture de la Chambre. Vous savez que la Chambre, ce n'est pas simplement la Chambre de commerce. C'est une Chambre de commerce, d'industrie et d'artisanat. Donc, c'est différentes organisations socio-professionnelles qui composent la Chambre de commerce. Nous avons changé, en tout cas proposé une nouvelle structuration de la Chambre de commerce afin que chaque entité telle qu'elle est organisée aujourd'hui puisse se retrouver représentative dans la Chambre de façon tout à fait homogène. Ce qui va nous sortir de cette bagarre individuelle qui veut que chacun se présente pour être président de la Chambre, parce que c'est ça l'enjeu, et ça nous permettra de mettre en place des critères d'éligibilité pour être à la tête de la Chambre. Et chacune des entités qui sera représentée dans la Chambre sera représentée par son représentant légal qui aura été choisi par l'organisation socio-professionnelle. Aujourd'hui, par exemple, vous avez les industriels qui sont organisés autour d'une structure, vous avez l'artisanat qui est organisé autour d'une structure, vous avez le commerce qui a des difficultés de se mettre en place en termes d'organisation. Donc, le président de la Chambre de l'Association des artisans de Guinée sera de fait membre du bureau de la Chambre de commerce, ainsi de suite. Nous avons fini de faire ce travail. Nous l'avons soumis aux différentes structures pour qu'ils le valident. À partir de ce moment, nous allons faire de manière à ce que les structures renouvellent leur instance dirigeante et que la représentativité puisse être de fait au niveau de la Chambre. Je pense que c'est le meilleur moyen. Si nous restons dans la structuration actuelle, nous allons continuer la bagarre parce que chacun veut être président de la Chambre. Il y a des influences, il y a des manipulations, il y a beaucoup de non-dits dans ce processus qui fait que la Chambre ne peut pas être mise en place si les choses ne sont pas cohérentes et représentatives effectivement des structures au niveau de la base. Bien. Monsieur Boubacar Bari, big up, ministre du Commerce. Il était à notre compagnie ce matin. Il nous explique à vous dire merci, monsieur le ministre. Merci d'être intervenu chez nous ce matin. Chez les GG, nous pensons comme GMG. Certains disent que nous ne sommes pas une chaîne guinéenne. D'autres affirment même que nous ne sommes pas journalistes. Mais vous, savez-vous vraiment qui nous sommes? Les valeurs que nous défendons. La liberté. La liberté d'expression. Et d'opinion. Nous défendons l'égalité. L'égalité des chances pour tous. Pour tous. Nous sommes une équipe. Nous sommes cette diversité qui fait la Guinée. Et nous en sommes fiers. Et si vous veniez voir par vous-même? Nous sommes la Guinée. Nous sommes Adafo Média. Chez les GG, nous pensons comme JMJ. Dire la vérité, qu'elle plaise ou qu'elle blesse, est une pertinente attitude de sagesse. Le journalisme est la plus grande aventure humaine car il est mission, passion, vision, interrogation, immersion, quête de vérité et conquête d'objectivité.
Écoutez les GG tous les matins sur Radio Espace en simultané sur Espace TV, Espace Région Bokeh, Labé, Zérékoré, Kindia sur 99.7, Cancan sur 99. Les grandes gueules sur Espace ou la messe des sans-voix. L'idée des grandes gueules n'est pas d'être un petit village, dans sa fierté, face à tous les autres journalistes qui auraient renoncé. Ce que, de plus, nous ne croyons pas. Notre idée est plutôt de faire école, d'aider tout le monde. Télévision à Kissidougou, merci de nous préférer. Dans un instant, on va tenter d'avoir la réaction du ministre de l'élevage parce que de toute évidence, les accusations vont en sa direction. En tout cas, c'est ce qu'on a pu entendre de l'intervention du ministre du Commerce. D'ici là, le temps pour notre réalisateur donc de joindre Monsieur Roger Patrick Milimono, le ministre de l'élevage et des ressources animales. Quelques réactions avec l'ingénieur Condé. Le ministre a raison. Trop de superposition d'attributions en Guinée. Un toilettage au Karcher s'impose dans tous les secteurs à Bouakar. L'ONT est théoriquement en charge des sites, mais dans la pratique, les préfets et les maires y pataugent. Dur chez nous. Nous réclamons l'entrée du tourisme dans la dite chambre pour nous y coucher aussi. Bien, l'ingénieur Condé, tel qu'on l'aime. Tanga Suleiman qui nous dit ceci aussi. Bonjour Abouakar, bonne fête à vous et à tous les Guinéens. Prions et gardons nos enfants à la maison pour respecter les mesures barrières contre Covid-19. C'est donc Tanga Suleiman qui nous envoie ce message. Tout est clair dans l'intervention du ministre. C'est le ministère de l'élevage qui est fautif. C'est le ministère de l'élevage, donc il ne veut pas le citer. C'est le ministère de l'élevage qui s'occupe de ces poulets, donc notre confrère Mohamed Bangoura qui nous envoie ce message. On va essayer pourquoi pas aussi d'avoir le regard d'un consultant en transformation agroalimentaire et en contrôle qualité des aliments, Dr Ibrahima Diari Diallo. Il est PhD en sciences des aliments et nutrition, donc pourquoi pas, si le temps nous permet, nous prendrons sa réaction dans cette émission. On n'arrive pas à joindre, me signale le réalisateur, le ministre Roger Patrick Milimono. Pour autant, c'est lui qui est pointé dans cette affaire, Jacques. En tout cas, le débat a un peu évolué. Hier, on a ébruité un peu le sujet. Et comme ça, et aujourd'hui, on a pu avoir cette information qui, il me semble, est clé. Il y a la responsabilité qui est située, même si on constate, mais ça ce n'est pas de la responsabilité du ministre Bouba Bari, c'est chevauchement de responsabilité. Plusieurs structures qui s'occupent du contrôle de qualité affiliées à tel département, à tel département. Je pense que si tout ceci était mis ensemble, on aurait pu mieux travailler sur le terrain. Parce qu'aujourd'hui, vous voyez combien de fois il nous a fallu poser des questions pour avoir cette réponse assez précise. Parce que nous, ce qui est connu, en tout cas ce que nous savons par habitude, c'est le service contrôle de qualité qui relève donc du ministère du Commerce. On apprend ce matin qu'il y a trois services de contrôle qualité. Voilà, qu'on a souvent vu sur le terrain. Entités, alors qu'il y a trois entités qui travaillent et qui s'occupent du contrôle de qualité dans notre pays. L'autre question aussi, mais pourquoi les services du colonel Moussa Tchegoro qui ont arraisonné ces cargaisons ne l'ont pas incinéré? Non, justement, non, ce n'est pas. On va ordonner. Il va finir après. Bon, allez-y. Je crois que ces services-là peuvent arrêter, n'est-ce pas, saisir, n'est-ce pas, de produits prohibés ou bien impropres à la consommation. Maintenant, il revient au service contrôle de qualité de procéder, n'est-ce pas, à l'incinération, comme on le voit d'habitude avec des produits alimentaires. En tout cas, le ministère du Commerce, à travers le service contrôle de qualité qui est donc ici à Matoto, a souvent incinéré des produits comme ça. Le ministre de l'élevage a tout intérêt à nous donner des réponses parce que ce qui a été fait avec ces poulets, on le voit souvent avec le riz, on saisit le riz. Et puis après, il y a des malins qui reprennent, n'est-ce pas, des stocks, qui les reconditionnent, le remettent dans les sacs. Vous savez que ça se passe, n'est-ce pas, mais ça se passe. Il y a récemment, du côté de Forécaria, ici, on m'a fait rien récemment, on a saisi une usine comme ça, où, voilà. Récemment, mais c'était reconditionné. Au-delà, j'ai connaissance d'endroits, on m'a montré sur la corniche du côté de Matam, où vous avez des bonnes dames qui récupèrent du riz avarié, qui conditionnent. Mais il y a aussi ces dames du côté de sous l'aile du siège de la douane
qui sont assises là, c'est vos dames qui réconditionnent du riz pourri, Bassekou. C'est très grave. La précision que je vais apporter. Mais ils le font à ciel ouvert. Le reconditionnement de nos aliments ici n'obéit, à mon avis, à aucun principe. Vous voyez ce qui s'est passé avec le poulet pourri. Moi, j'ai parlé avec l'adjoint. On incinère, attendez, pendant les périodes où on incinère là-bas, vous ne pouvez même pas y tenir. Ça fait combien de fois? Vous vous rappelez, il y a 2 ans, l'État même voulait dégager ces populations justement pour des raisons de santé. Ne l'oubliez pas. Mais vous avez raison que sa responsabilité est quand même entière. Mais nous devons faire des efforts en tant que population. Maintenant, moi, ce qui me choque dans tout ça, c'est que ce n'est pas la première fois que le ministère de l'élevage est à l'index dans ce type d'histoire. Vous vous rappelez l'affaire Modibo? Vous vous souvenez bien de l'affaire Modibo ici? Le monsieur avait déjà tous les documents et l'autorisation d'incinérer le produit. Mais il nous l'avait expliqué. Ce n'est pas à l'opérateur lui-même ou à l'importateur d'incinérer le produit. Effectivement. Il y a une commission nationale ou je ne sais pas quoi qui s'occupe de cela. Mais cette commission ne fait pas son job apparemment. Bien. Malgré tout le scandale lié à l'affaire Modibo, nous sommes étonnés de voir aujourd'hui, là c'était juste un petit restaurant, et aujourd'hui nous rendons compte que c'est quand même 25 conteneurs remplis de poulets impropres à la consommation. Et c'est encore le même département qui est concerné. Dites-moi finalement, qu'est-ce que ce département-là fait? Moi, c'est la question que je me pose. Ouais. Puisque même les chiens et champs errants, ils ne peuvent pas nous en débarrasser. Mais finalement, ils servent à quoi? Puisque il faut simplement le raser. Il faut simplement le raser ou le fixer. Non, il faut l'envoyer comme on a l'habitude de faire. Non, d'ailleurs, il faut le mettre un appendice du ministère de l'Agriculture. De l'Agriculture, je pense. À l'époque, c'était ça, le ministère de l'Agriculture et de l'Élevage. Tout ça parce qu'on veut récompenser un maximum de militants. Ça n'a pas de sens. Mais en fin de compte, ça n'a pas de sens. Ça n'a aucun sens. Il faut attacher ça au ministère de l'Agriculture. Et pour qu'on puisse avoir plus d'effets. On ne peut pas comprendre que la viande puisse continuer à porter du pantalon en Guinée dans un pays qui en produit suffisamment. Merci. Et puis ils ne sont pas capables de nous Merci. On va essayer de prendre l'avis de ce spécialiste sur les questions alimentaires avant donc d'entendre Sekou Keita sur les cas de contamination à la prison de Koranti. En direct, docteur Ibrahima Dari Diallo, PhD en sciences des aliments et nutrition, consultant en transformation agroalimentaire et en contrôle qualité des aliments. Il est en direct. Les grandes gueules. Bonjour, docteur Ibrahima Dari Diallo. Bonjour Abakar et bonjour à toute l'équipe costaud des grandes gueules. Bienvenue dans cette émission. Votre égard sur cette... Allez-y Mohamed. Oui, la question, j'ai envie d'y aller tout droit, est de savoir comment sont prises en charge aujourd'hui les Covidés de la maison centrale de Conakry. Nous sommes avec Dr Dari Diallo. Ah, nous sommes d'abord avec Dr Diallo. Je pensais déjà à Dr Sekou Keita. Bien. Voilà. Alors dites-nous, vous suivez cette actualité liée à ces quantités de poulets pourris déversés sur la décharge de Combos où des populations viennent s'en procurer. Vous avez suivi l'intervention du ministre du Commerce, forcément, ça vous dit quelque chose. À quel risque sur le plan sanitaire peuvent s'exposer ces populations qui viennent ramasser ces poulets pourris et qui peuvent parfois être tentés de les consommer? Ça se retrouve également sur nos marchés. À quel risque sanitaire s'exposent ces populations? Ok, merci Abakar, merci de l'invitation et de l'opportunité que vous me donnez pour m'adresser à vos millions d'auditeurs et de téléspectateurs. Alors, ceci dit, j'aimerais, avant de répondre à votre question, dire que le contrôle qualité des aliments n'est pas un simple mot ou un verbe, comme je l'avais dit dans une tribune il y a de cela 2 ans. Et il n'est pas une théorie. Il n'est pas une théorie, mais c'est un véritable exercice scientifique quotidien, rigoureux et sérieux, impulsé et réalisé par des cadres administratifs et techniques compétents, bien formés et bien payés. Ça, il faut le notifier du passage pour que les gens sachent qu'est-ce que c'est que le contrôle qualité. Et c'est ce qui veut dire que l'accès à des aliments sains, dans lesquels le consommateur a confiance et qui lui apporte les nutriments nécessaires, fait partie des besoins fondamentaux de la personne. Ça veut dire que l'État a le devoir de s'assurer que ces besoins soient couverts. Donc, ceci dit, pour parler maintenant des risques, il faut savoir que ces poulets pourris-là, quand on les consomme, on a risque, la personne risque de contracter des maladies, disons, de l'intoxication alimentaire, parce qu'il y a énormément de microbes, notamment les salmonelles,
les clostridiums qui peuvent se développer, n'est-ce pas, dans ces produits. Également, il y a des produits toxiques qui sont cancérigènes, qu'on peut retrouver à l'intérieur de ces poulets pourris-là. Ceci dit, j'aimerais souligner, si vous voulez, un aspect. Oui, allez-y. Oui. Pour chaque produit alimentaire, oui, il y a un certain nombre de paramètres de contrôle qualité qu'on doit déterminer. Ça veut dire que, je prends le cas par exemple de ces poulets pourris-là. Ce sont des produits importés. À mon avis, ça ne vient pas directement de notre pays, ça vient d'ailleurs. Qu'est-ce qui devrait se passer? Qu'est-ce qui devrait être fait? En tout cas, quand je me réfère aux autres pays sérieux, et à mon avis, le monde est devenu un village planétaire, notre pays devrait en inspirer. Alors, quand un produit est importé, et il est accompagné d'un certain nombre de documents, le contrôle de conformité de ces produits importés là s'exerce généralement au niveau des postes frontaliers terrestres, maritimes et aériennes ou dans les zones et en CEPO. Et quand il faut les contrôler, le contrôle de ces conformités s'effectue avant l'heure du douanement. Et comment se fait le contrôle? Ce contrôle se fait sur la base d'un dossier d'importation, comprenant la déclaration d'importation du produit dans les autres pays qu'on appelle en abrégé DIP, dûment renseigné par l'importateur concerné. Je ne sais pas si c'est le cas dans notre pays, mais je parle de ce qui se fait normalement dans les pays sérieux et normaux. Il y a également un autre document qu'on appelle la copie conforme de la pacte. Un troisième document, donc entre autres, l'original de tout autre document, si vous voulez, ayant trait à la conformité du produit importé. Et une fois que ces documents-là sont obtenus, la douane ont saisi les services de contrôle qualité qui ont la compétence, la qualité requise pour, n'est-ce pas, contrôler la qualité d'un produit. Et au niveau de ces services de contrôle qualité, il y a des services qu'on appelle les services d'inspection, il y a des services d'analyse. Alors on envoie ces deux services-là auprès, disons, du port ou de l'aéroport ou je ne sais quoi. Alors, à partir de là, on va faire une inspection visuelle. Regardez, est-ce que du point de vue visuel, donc on essaie d'examiner les caractéristiques organoleptiques du produit. Si les caractéristiques organoleptiques du produit, effectivement, c'est conforme, on procède à ce qu'on appelle un échantillonnage. On prend un échantillon, on envoie au laboratoire. Et comme je le disais, pour chaque produit, il y a des paramètres. En fonction du produit, le contrôleur sait quelles sont, si vous voulez, les qualités qu'on doit déterminer par rapport à ce produit. Je prends un exemple sur ces poulets pourris-là. On devrait faire un contrôle, une analyse microbiologique où on devrait déterminer est-ce que des salmonelles sont présentes ou bien est-ce que des staphylocoques ils sont présents ou bien est-ce qu'il y a des clostridium, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est une catégorie ou c'est une classe de micro-organismes pathogènes. Quand ces micro-organismes-là sont dans un produit, ils se développent, ils peuvent déposer des toxines et une fois que ces toxines-là sont absorbées par un consommateur, ça peut causer énormément de dégâts au niveau de l'organisme humain. Si par exemple les poissons fumés, on détermine par exemple le benzopyrène. Les huiles aussi c'est la même chose. C'est ce qui devrait se passer. Bien. On aimerait tellement vous entendre, docteur Ibrahima Diarry Diallo. Tout ça, c'est très intéressant. Ce qu'on aimerait peut-être envisager, c'est de vous inviter carrément sur ce plateau après, bien entendu, la pandémie de Covid. Mais on a compris l'essentiel avec vous. C'était docteur Ibrahima Diarry Diallo, PhD en sciences alimentaires et nutrition, consultant donc sur les questions de transformation alimentaire. Il donne son regard sur cette affaire de poulet pourri. La suite. Les journalistes accoucheurs de vérités diverses, pertinents et rusés, sans langue de bois, cultivés, nécessaires pour des journalistes. Les grandes gueules, des personnalités acquises par le travail, ce qui leur donne poids et légitimité à interviewer tout le monde. L'épopée des grandes gueules ou le socle de la liberté d'expression en Guinée depuis plus de 10 ans. Tout homme qui fera profession de rechercher la vérité et de la dire sera toujours odieux à celui qui exercera l'autorité. Condorcet. Bienvenue chez les GG sur Radio Espace Guinée.
dernière ligne droite dans cette émission. On touche pratiquement la ligne d'arrivée. On s'intéresse dans un instant au cas de contamination à la Covid-19 dans les prisons guinéennes. Amnesty International a tiré la sonnette d'alarme et sur le plan local, des initiatives aussi qui sont prises par le département pour en faveur des détenus au niveau de nos prisons. Le temps pour notre réalisateur donc d'appeler Monsieur Sekou Keita, responsable de la communication du ministère de la Justice. Ces réactions, même les chambres indiens saisies par antidrogue se retrouvent dans les ghettos. Par quel moyen et par quel miracle, pose la question Alpha Moussa Makadjabi, donc qui nous envoie ce message. Cette autre réaction de Kaba Amadou, et si c'est une fois dans les stocks des commerçants que les poulets pourrissent, il pose la question si c'est dans les stocks des commerçants que les poulets pourrissent. Dans ce cas, ça échappe au contrôle du ministère de l'élevage qui effectue son contrôle au niveau du port. C'est Amadou Kaba qui nous envoie ce message. Dernière réaction pour le taureau. Bonjour Abouakar à toute l'équipe. Saisir des poulets et du riz pourri est une bonne chose, mais hic, où iront ces qualités quand nous sommes en face d'un État où le laxisme bat son plein? Les conséquences seront toujours désastreuses. C'est vraiment déplorable. Est-ce qu'il est là, Sekou Keita? Mohamed Mara, Sekou Keita en direct. Enfin, Monsieur Keita, bonjour. Bonjour, chers frères, collègues, journalistes. Bonjour aux voyants auditeurs de GG. Alors, merci de vous prêter à nos questions ce matin. Alors, nous sommes inquiets par rapport à la situation des Covidés de la maison centrale de Conakry, dont nous connaissons la surpopulation carcérale. C'est un secret de polichinelle. Mais aujourd'hui, dites-nous, puisqu'il y a déjà un centre de traitement de cette maladie au sein de la prison civile de Conakry, de combien de places disposez-vous? Et à ce jour, combien de malades sont alités dans ce centre? Merci, chers frères et collègues journalistes de GG. Merci de cette opportunité précieuse que vous nous accordez ce matin pour éclairer l'épingle de jeu de cette problématique de maladie qui suscite, il faut le dire, beaucoup d'interrogations par les uns et les autres. Et cela relative à la condition de détention dans nos maisons d'arrêt en cette période de la Covid-19. Parlant de comment s'effectue la prise en charge, le nombre, les statistiques, etc., retenez, chers journalistes et frères, que la santé en prison est une partie intégrante de la santé publique, de manière à ce qu'aucun détenu ne soit laissé de côté dans cette lutte contre la pandémie Covid-19. Pour preuve, dès les premières heures de la déclaration de cette pandémie dans le monde et précisément en Guinée, le ministre d'État de la Justice a mis au point, en collaboration bien sûr avec ses partenaires, dont je cite ici le ministère de la Santé, à travers l'Agence nationale de la sécurité sanitaire et la Croix-Rouge internationale, ont mis un ensemble de stratégies sur la préparation, la prévention et la maîtrise de la COVID-19 en prison et dans les autres lieux de détention, sur la base de mesures principales. D'accord, mais concrètement, comment s'opère cette prise en charge? On comprend donc d'abord les statistiques, il n'a pas dit. Voilà, les statistiques, et on comprend donc que c'est un élément essentiel de la prise en charge comme cela est fait, notamment par l'ANSS. Mais il y a combien de places disponibles aujourd'hui et combien de malades? Parce que nous apprenons qu'il y a déjà une saturation. On entend des chiffres de 250 à 300 places, mais en réalité, d'ailleurs, nos partenaires d'Afrique à Guinée ont fait un élément là-dessus où on ne parle que de 70 places qui seraient toutes occupées. Qu'en est-il? Je vais vous mettre à l'aise. Comme vous ne voulez pas que je m'aventure sur les mesures préventives qui ont été prises sur la base de la recommandation, c'est pas grave. Je vais rentrer directement sur les statistiques qui vous intéressent. À ce jour et à date, je vous rassure d'abord comment la prise en charge s'effectue au sein de la maison centrale. Nous avons 3 équipes de 33 personnels soignants, 21 hygiénistes, et nous avons 21 gardes pénitentiaires qui assurent la sécurité de ceux qui sont admis au sein de ce chapiteau. Ainsi, il faut rappeler que les malades reçoivent quotidiennement leurs repas, matin, midi, soir, et le processus se passe comme suit. Après que les
malades reçoivent leur repas 30 minutes après. Et les médecins arrivent pour les donner les médicaments. Ils sont combien les patients de ce chapiteau à la maison centrale? Ils sont combien? Parce qu'enfin, on tient quand même à ces chiffres. Et il y a combien de places, combien de lits, combien de places disponibles? Nous avons aujourd'hui, pour cette première installation, il faut préciser,